Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. À la recherche des attributs de l'éducation. Nous proposons dans cette partie une synthèse des différents attributs de la discipline scolaire, relevés dans les écrits cités plus haut, tout en apportant des éléments nouveaux issus de textes officiels recensés et analysés, ou encore de faits que nous ont rapportés lors d'entretiens des enseignants en activité ou retraités. Plusieurs histoires se tressent parfois indépendantes, parfois en liens étroits, celle de l'insertion de l'enseignement musical dans le primaire et dans le secondaire, celle des instructions et programmes, celle de la formation et de la qualification des enseignants chargés d'enseigner, certificats ou concours de recrutement du personnel, tant dans le primaire que dans le secondaire, celle du maillage du territoire, pour répondre aux enjeux d'un enseignement pour tous les élèves, celle du personnel chargé d'évaluer ses enseignants. Il s'agit pour nous d'établir des listes d'événements ou de faits marquants témoignant de permanence, de changement voire de rupture permettant d'inférer des valeurs, en regard d'une histoire plus générale de l'éducation en France, à laquelle nous ferons de brèves allusions. Le parti pris chronologique ne doit pas donner à penser que nous considérons que les événements se sont toujours enchaînés selon une logique linéaire ou déterministe. En effet, rien de systématique ou de mécanique aux concordances entre faits et éléments du contexte dans lequel ils voient le jour. Notre perspective tente de mettre en regard un niveau global, un présent et un passé, une législation, et un niveau local, une gestion et analyse des idées sur le terrain exprimées par les individus, des enseignants. Nous tenons compte en cela des avancées des recherches dans le domaine de l'historiographie de l'école, Prost 2008, Savoie 2008. Cette approche permet de ne pas tomber trop rapidement dans une problématisation qui pourrait être taxée d'idéologique, ou qui négligerait certains aspects du contexte. Puisque nous cherchons à inférer des valeurs, cela nous permet de fonder notre démarche sur des éléments énumérés le plus rigoureusement possible. Chapitre 1 Pratique sociale musicale de référence, avant la fin du XX siècle. À l'instar de l'éducation physique et sportive ou de la technologie, la discipline éducation musicale s'est organisée et continue de s'organiser en regard de pratiques sociales musicales de référence, Martinand, 2001. Des pratiques et parfois un enseignement musical conduit par une institution non scolaire qui servent de point d'appui depuis longtemps à la pédagogie scolaire. Dès lors, quelques préalables s'imposent rappelant ce qu'ont été ces pratiques musicales de référence, dont entre autres, les enseignements musicaux non scolaires jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est en effet à partir du XIXe siècle que l'État au travers de l'institution scolaire s'est mobilisé pour proposer un enseignement musical à tous les élèves des écoles primaires, puis des collèges. Musique et vie quotidienne, à la cour, dans l'église, à l'université. Du Moyen Âge, 7e, à la fin de la Renaissance, des formes d'enseignements musicaux étaient présentes dans des écoles paroissiales, dans des écoles dites conventuelles, dépendant des monastères ainsi que dans des écoles épiscopales rattachées aux cathédrales. La musique était l'un des 7 artes libérales, du 5e au Xe siècle. À partir du XIe, elle fut considérée dans le cadre du quadrivium, ou cycle mathématique, par opposition au trivium soit le cycle littéraire. À partir des XIIe et XIIIe siècles, l'université s'intéressa à la pratique et à la théorie musicale, mais sans que pour autant cet enseignement y soit obligatoire. Les 7 arts libéraux constituaient le premier stade d'études. La musique y était toujours associée aux mathématiques. Ce ne fut plus le cas au sein de l'Académie de poésie et de musique, créée en 1570. Cette dernière s'opposait aux privilèges de la Sorbonne, Weber 1983. Parallèlement à ces enseignements, dès 1321, les corporations des ménétriers, communauté des joueurs d'instruments à Paris, se créèrent. Sous l'impulsion de la réforme protestante et de la réforme catholique, durant les XVIe et XVIIe siècles, le royaume de France se couvrit de collèges et de manière plus inégale de petites écoles. Grèze-Ruff, Le Duc, 2007, page 4. Nous ne savons rien de la place d'un enseignement musical dans les petites écoles. En revanche, les collèges tenus par les jésuites, dès 1560, proposaient un enseignement musical dans le temps scolaire en créant des tragédies et des opéras de collège, Lesca, 1983. À partir de 1661,
Louis XIV, accordait aux membres de l'Académie royale de danse et de musique, 1672, le titre de maître de musique. L'Académie de musique fut fondée en 1669 par Cambert et Perrin. Lully leur succéda. En 1714, une école de chant s'installa au magasin de l'Opéra. Elle fut transformée en 1784 en école royale de chant et de déclamation pour former la relève destinée aux scènes lyriques, à l'image des conservatoires napolitains. Des écoles de chant se créèrent. Des cours privés d'instruments ainsi que quelques écoles de musique, comme à Bordeaux et à Lille, venaient compléter l'offre qui était faite dans les écoles de chant durant les XVIIe et XVIIIe siècles. C'est alors que le nombre de maîtrises augmenta sur le territoire français, environ 400 en 1792 selon M. Chimène et Ph. Lesca. Seuls les garçons y étaient accueillis, gratuitement. Ces maîtrises furent supprimées après la Révolution, en raison de leur finalité liée au culte. Elles ouvrirent à nouveau en 1802, suite au rétablissement du culte catholique au lendemain du Concordat de 1801. De ce fait, la musique était présente à la cour des rois, dans la vie quotidienne, à l'église. Conservatoire de Paris, succursale. La loi du 3 août 1795 marqua la création du premier conservatoire de musique à Paris. L'entité existait quelque temps auparavant sous l'appellation Institut national de musique, fondé en 1793 par Bernard Sarrette, capitaine de la Garde nationale, Favre, 1980. Même si un certain nombre d'écoles de musique se créèrent durant les XVIIIe et XIXe siècles, on constate dans cette mise en place progressive une extrême centralisation et un souci de professionnalisme, ainsi qu'un différentiel important entre la province et la capitale, Dernay 2001, page 155. Selon Daniel Dernay, ce déficit était lié aux objectifs assignés à l'Institut national de musique, conservatoire qui est de former les meilleurs artistes nécessaires à la solennité des fêtes républicaines, et surtout au théâtre. La décision a immédiatement pour corollaire l'absence de tout autre établissement de ce type sur le territoire. Ibidem, page 155. Différentes méthodes d'apprentissage instrumental furent publiées par les enseignants de cette institution. Durant tout le XIXe siècle, diverses écoles ou institutions virent le jour sous l'impulsion de musiciens, comme Louis Niedermayer, 1802 à 1861, ou de pédagogues-compositeurs comme Guillaume-Louis Bocquillon-Willem dit Willem, 1781 à 1842. Elles apparurent à la fois dans la ville de Paris, qui généralisa les cours dans ses écoles primaires dès 1833, et en province. Ainsi, à Paris, l'Institution royale de musique religieuse fut créée en réaction au conservatoire. Des initiatives privées furent à l'origine de la création de l'école de musique classique religieuse, 1853 à 1914, et de la Schola Cantorum, 1896. En province, ce furent des succursales sur le modèle du Conservatoire de Paris. À Lille et Toulouse, Marseille et Metz, Dijon, Nantes, Lyon, Avignon, Le Havre, Nancy et Rennes, Perpignan. C'est en 1884 que furent créés des postes d'inspecteur général et de 6 inspecteurs pour contrôler ces établissements. Orphéon, éducation populaire. Entre 1833 et 1924, face à la diminution des subventions de l'État, un autre type de pratique sociale musicale de référence s'imposa. Le mouvement orphéonique pour l'étude et la propagation du chant choral en direction des ouvriers et des enfants. En effet, dans les débuts, les femmes n'y étaient pas admises selon Henri Radiguet, Lavignac, de la Laurencie 1931, page 3715. Selon Paul Gerbode, 3243 orphéons étaient recensés en 1867, Gerbode, 1988, page 56. Il s'agirait plutôt du nombre d'orphéonistes selon le décompte fait par Henri Radiguet, auteur de l'article sur l'Orphéon, dans l'Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire paru en 1931. À partir de 1860, les instruments à percussion ainsi que les instruments à vent furent enseignés aux meilleurs lecteurs, Lesca, 2001. Le mouvement de l'éducation populaire se mit en place autour de 1900. Il assura une formation musicale en milieu populaire défavorisé, Andrieux, 1983. C'est dans ce cadre que se créèrent un certain nombre d'écoles dont le conservatoire de Mimi-Pinson fondé par Gustave Charpentier pour élever son sel du peuple âme et son cœur,
grâce à l'art qui le pouvoir de faire vibrer l'âme populaire, 1902. Cette structure en particulier était destinée exclusivement aux ouvrières et employées parisiennes. Ce mouvement joua un rôle similaire à celui des Orphéons. Cependant, son répertoire fut plutôt axé sur les œuvres de la chanson française. Théorisation des savoirs musicaux enseignés, pratique musicale, peu de dimension psychopédagogique. Du Moyen Âge au début du XXe siècle, en France, les contenus d'enseignement, soit les savoirs musicaux enseignés, au sein des différentes modalités que nous venons de décrire rapidement, oscillèrent entre pratique vocale et instrumentale, théorie, acoustique, étude de la langue latine, solfège, paléographie musicale, particulièrement à l'université au Moyen Âge. Ces savoirs furent l'un des principaux facteurs du passage d'un enseignement de tradition orale à un enseignement intégrant l'écriture, grâce à la notation sur portée, aux notations chiffrées, aux rationalisations de Jean-Philippe Rameau 1722 et de Denis Diderot. En outre, à partir du XIXe siècle, ces différents mouvements d'éducation à la musique utilisèrent, au-delà des pratiques collectives du chant, les méthodes d'enseignement mutuel de Guillaume Bocquillon d'Ivillem 1781-1842, puis plus tard, celles de Jacques Fromental à Lévis, Antoine-François Marmontel et Adolphe Léopold Dannhauser, 1835-1898. À la suite de Pierre Gallin, 1786-1821, les méthodes chiffrées, préconisées notamment par André Paris, 1798-1866, et Émile Chevet, 1804-1864, connurent un regain d'intérêt jusqu'en 1939. En contournant l'apprentissage sévère du solfège, ces méthodes contribuèrent à didactiser et démocratiser en simplifiant l'accès aux pratiques vocales, au solfège et plus généralement musicales. Selon Jean-Pierre Mialaret, le processus proposé permettait d'assimiler la langue tonale par l'étude du solfège et la pratique le plus souvent vocale, Mialaret, 1983, page 70. La dimension psychopédagogique tenait peu de place dans ces méthodes. Lorsqu'elle était présente, elle se référait aux idées de Comenius et de Rousseau sur l'enfance et le développement de l'enfant, en donnant priorité au vécu de l'enfant et au développement de sa sensorialité, en insistant sur le caractère agréable que doit prendre un apprentissage, ibidem. Ces méthodes s'adossaient également aux possibilités perceptives intellectuelles et mnémoniques des enfants. Ibidem, page 71. Culte, divertissement, excellence, élitisme, modèle transmissif. La finalité, le sens de l'enseignement musical jusqu'à la fin du XIXe siècle reposèrent longtemps sur son instrumentalisation, tantôt au service du culte religieux, tantôt au service des fêtes, noces ou banquets. La création du Conservatoire 1795 introduisit de nouveaux enjeux et dès lors d'autres valeurs, notamment celle de l'excellence de la perfection technique encourageant la publication de méthodes d'apprentissage instrumental qui prenaient appui sur le socle du rationalisme, selon la logique du progrès linéaire, Lefebvre 2006, ou du positivisme naissant. Si l'on se réfère à la théorie des modèles d'apprentissage, nous analysons ces conceptions comme étant a posteriori, de type transmissif et behavioriste, Donnet 2007, Tripier-Mondancin 2009. C'est ainsi qu'en France s'imposa une conception de l'apprentissage de la musique qui devint dominante. Pour simplifier, nous dirons que la maîtrise de la pratique instrumentale, en tant qu'art, n'était accessible qu'à la fin d'un long parcours d'excellence, forcément élitiste ayant pour finalité la formation de musiciens experts. Paradoxalement, au prétexte de l'égalité démocratique, l'unicité de la doctrine favorise l'élite au terme de ce parcours pyramidal, de l'EMM au CNR, Durnay 2001, page 155. En revanche, les conceptions du mouvement orphéonique et l'éducation populaire témoignaient de la volonté à la fois sociale et politique de favoriser l'accès à la musique du plus grand nombre d'individus, enfants ou adultes, quelle que soit la classe sociale dont ils étaient issus, Lesca 2001. Début de l'enseignement musical scolaire. C'est dans ces différents contextes que, côté instruction publique, l'arrêté du 5 octobre 1838 signé par le ministre, Narcisse Achille Salvandi imposa le chant jusqu'à la 5e dans une trentaine de collèges royaux, classes primaires et secondaires jusqu'en 5e, à raison de 2 heures hebdomadaires à partir de la rentrée 1839, Gerbode 1983, page 36. Cette date constitue un des premiers indicateurs, sinon le premier,
de la valeur éducative accordée par l'État, au chant musical en tant que constituant nécessaire de la scolarité obligatoire dans ce que nous considérons aujourd'hui comme l'enseignement primaire et secondaire. Peu à peu ce chant va se constituer en discipline scolaire. En effet, ce ministre considérait que la propagation de l'enseignement du chant dans les écoles publiques a surtout pour but de contribuer à l'amélioration morale et intellectuelle des jeunes générations. Lesca 2001. Alors qu'a priori on pourrait penser qu'il serait question de valeurs esthétiques relatives à un chant artistique, ce sont les valeurs morales et intellectuelles qui sont explicitement invoquées. À cette fin, une commission choisit des poésies qui célébraient Dieu, la religion, et les faits éclatants de l'histoire nationale qui paraîtraient pouvoir être adaptés à la musique. Démocratisation progressive, accès prévu aux savoirs musicaux. Hormis dans les orphéons ou encore dans les écoles créées par le mouvement d'éducation populaire, la pratique musicale n'était accessible depuis la Renaissance qu'aux seuls élèves de familles fortunées qui en faisaient la demande. C'est dès lors, dans le cadre général d'un grand mouvement de démocratisation d'accès de tous les élèves au savoir, Prost, 1981, 1986, 1992, 2004, Grimbert 2000, que l'idée de faire de la musique une discipline scolaire dans le primaire et dans le secondaire s'imposa en France. Peu à peu elle se dota des attributs alloués aux autres, avec quelques particularités. Ces attributs lui permirent de délimiter un territoire au sens géographique du terme. En toile de fond se jouaient les questions d'équité, d'égalité d'accès à des savoirs, en l'occurrence à une culture et une pratique musicale. Chapitre 2 Intégration de la musique dans l'enseignement général primaire et secondaire, 1833 à 1882. L'histoire de l'enseignement de la musique dans le secondaire s'est jouée à la fois indépendamment, et à la fois en regard de celle dans l'école primaire. Le terme secondaire désigne à partir de 1802 à la fois les lycées et les collèges où enseignent les professeurs, alors que l'expression école primaire apparaît pour la première fois en 1793 sous la plume des conventionnels. Elle désigne le premier degré instruction confiée aux instituteurs et institutrices. Les deux termes font référence à deux parcours d'élèves bien distincts l'un de l'autre, dans deux espaces différents. Ces parcours proposent deux systèmes d'instruction qui n'ont rien de commun. L'ordre du primaire recouvre la maternelle, le primaire élémentaire, le primaire supérieur, les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Il aboutit au certificat d'études à partir de 1882, ou au brevet de capacité supérieure, pour ceux qui se destinaient au métier d'instituteur ou d'institutrice. L'ordre secondaire, payant jusque dans les années 1920, recouvre également des classes élémentaires puis conduit de la 6e au baccalauréat, jusqu'aux classes préparatoires aux grandes écoles dans certains établissements. Grèze-Ruff, Le Duc, 2008, page 8. Formation musicale des maîtres du premier degré, plein chant, théorie, pratique. Entre 1802 et 1820, quelques tentatives d'introduction de l'enseignement du chant en particulier dans les écoles primaires eurent lieu à l'initiative d'un ministre de l'Intérieur, Lazare Carnot, 1815, mais encore d'un membre de la Société pour l'instruction élémentaire créée en 1815, Joseph-Marie de Gérandeau, à Paris plus particulièrement 1819. Mais c'est la loi du 28 juin 1833 sous la monarchie de Juillet, 1830 à 1848, du ministre de l'Instruction publique François Guizot qui véritablement organisa l'instruction primaire. Chaque commune de plus de 500 habitants était tenue d'entretenir une école publique, Vial, 1998, Vasconcellos, 2001. Chaque département se devait d'entretenir une école normale primaire de garçons. À cette date, s'il n'était pas obligatoire, le plein chant et le chant étaient recommandés pour les futurs instituteurs, Gerbode, 1983. Peu de temps auparavant, le plan d'études de 2 ans du 14 décembre 1830, fixé pour les écoles normales, faisait mention de notions de sciences physiques, de géographie et d'histoire de France, de musique et de gymnastique. La nécessité d'une formation des maîtres à l'enseignement musical devint dès lors une préoccupation. L'arrêté du 20 juin 1836 exigeait un certain degré de culture musicale des futures institutrices. Gerbode, 1983. À défaut d'une voix juste, les candidats à l'école normale primaire pouvaient recourir à un instrument, arrêté du 15 mai 1838.
La pratique du chant était obligatoire pour l'obtention du brevet de capacité supérieure. En 1851, règlement du 24 mars, le plein chant était fortifié dans les écoles normales, 3 heures de chant religieux auxquelles s'ajoutait un enseignement instrumental. On y faisait dès les années 1860 du solfège, du plein chant, de l'orgue, de l'harmonium. L'arrêté du ministre Victor Duruy du 30 janvier 1865 imposa l'enseignement du chant dans les écoles normales de garçons, à raison cette fois de 5 heures par semaine. Mais selon Maurice Chevet, inspecteur de l'enseignement du chant dans les écoles de la ville de Paris et du département de la Seine, cet arrêté ne favorisa guère la formation professionnelle des instituteurs. Chevet, 1931, page 3669. Lorsque les écoles normales de filles furent créées à partir de 1879, le chant y fut obligatoire, loi du 9-08-1879, tandis qu'il devint facultatif dans celle des garçons. Le piano et le violon étaient recommandés dans les écoles normales de filles, au-delà du chant et du solfège. Enseignement mutuel du chant à Paris, professeur de la ville de Paris. De 1823 à 1840, l'enseignement du chant selon la méthode de l'enseignement mutuel de Willem fut proposé dans un certain nombre d'écoles de la ville de Paris. Dès 1839, Willem fut nommé inspecteur général du chant dans les établissements d'instruction publique après avoir été, en 1835, nommé directeur de l'enseignement du chant, suite à la décision ministérielle d'étendre le chant à toutes les écoles élémentaires de la ville de Paris selon sa méthode. Les programmes de 1834 et 1836 mentionnaient le chant comme discipline facultative dans les écoles de garçons et obligatoire dans les écoles de filles. Alten, 1995, page 9. Un corps de professeurs spéciaux dit professeurs de musique de la ville de Paris se constitua peu à peu pour enseigner dans les écoles primaires, cours moyens, supérieurs et complémentaires depuis 1853. Ils devaient être titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement du chant dans les écoles communales de la ville de Paris, degré supérieur. Les exigences pour l'obtention de ce certificat étaient élevées. Chevet, 1931, page 3673. Développer la voix et le sentiment de l'harmonie. À partir de 1838, des commissions successives, commission du 15 mai 1845, choisirent des répertoires de chant au service de la religion et de l'histoire nationale, puis organisèrent l'enseignement du chant dans l'instruction publique. Par l'arrêté du 16 mai 1855, le ministre de l'Instruction publique et des cultes, Hippolyte Nicolas Honoré Fortoul 1811 à 1856, assigna pour but à l'enseignement de la musique, de développer chez l'enfant, avec le sentiment de l'harmonie, la voix, qui n'est pas seulement faculté physique, mais qui est encore l'organe de l'âme. Ces commissions s'employèrent à réfléchir aux meilleurs moyens de l'enseigner. Un enseignement musical peu stabilisé, durant la Deuxième République. Même si les enjeux du projet étaient au service des idéaux moraux et républicains, durant la Deuxième République, 1848 à 1870, cela n'empêcha pas les ministres qui se succédèrent de tour à tour, imposer ou rendre facultative cette matière, dans les 2 niveaux d'enseignement primaire et secondaire. L'hésitation sur l'importance à accorder au chant musical signifierait-elle un doute de la part du politique quant à sa valeur, malgré les professions de foi successives ? Les changements d'options politiques étaient fréquents, contradictoires tant du côté de l'enseignement primaire que du primaire supérieur ou encore du côté de l'enseignement secondaire, encore payant. Si l'enseignement de la musique tant dans le primaire que le secondaire ne semblait pas trouver véritablement une place définitive, le premier et le second degré, d'une manière générale, n'étaient pas eux-mêmes véritablement stabilisés. Chant, matière obligatoire à l'école primaire, donner le goût de la musique, 1882. Ce n'est que lors de la promulgation des lois de 1881 à 471-1882 que l'État en la personne du ministre J. Ferry organisa et imposa l'instruction élémentaire laïque, gratuite et obligatoire, de 6 à 13 ans. En 1881, le chant fut introduit dans les salles d'asile, école maternelle actuelle. Le chant devint matière obligatoire pour tout l'enseignement primaire le 28 mars 1882, pour donner le goût de la musique en épargnant les difficultés théoriques.
C'est la 11e section des enseignements obligatoires à l'école primaire. Le programme fut fixé par le Conseil supérieur de l'instruction publique le 27 juillet 1882. Il mentionnait que les leçons de chant occupaient 1 à 2 heures hebdomadaires indépendamment des exercices de chant qui avaient lieu tous les jours soit dans les intervalles qui séparaient les autres exercices scolaires soit en entrée, soit en sortie de classe, l'ESCA 2001. Ces programmes restèrent valables jusqu'au suivant, en date du 23 février 1923, Alten 1995, page 15 à 17. Ils instauraient la pratique du chant qui précédait celle du solfège. Le chant pratiqué par lui, l'élève devra servir de base aux premières observations qui lui seront présentées en matière de théorie et de lecture. L'apprentissage du chant était fondé sur le principe de répétition, tandis que celui de solfège sur celui de progression. À partir de 9 ans jusqu'à 13, des chants à 2 voix étaient appris toujours par l'audition. Mais un grand nombre d'instituteurs reconnaissaient l'insuffisance de leur éducation musicale, ibidem page 20. Le compositeur et pédagogue suisse Émile Jacques Dalcroze plaidait pour un choix clair. Si vous considérez la musique comme accessoire, n'en faites pas du tout. Supprimez plutôt complètement la musique de votre programme 49. Ibidem page 21. Ces idées allaient remettre peu à peu en cause le modèle linéaire, issu des conservatoires. La loi de 1882, qui rendit obligatoire le chant à l'école primaire, eut pour conséquence la mise en œuvre d'une formation systématique des instituteurs de 3 heures par semaine en école normale. En 1908, le compositeur Louis-Albert Bourgault du Coudray constatait qu'un instituteur sur 5 est en mesure d'enseigner la musique de façon convenable, 50. Essentiellement tourné vers le culte dans ses finalités, l'enseignement musical se mit peu à peu au service des idéaux républicains avant d'éveiller l'enfant grâce au développement des méthodes actives entre autres. Chapitre 3 d'une gratuité à l'autre, 1882-1930-51. Durant la période 1882 à 1930, l'enseignement des arts se développa davantage du côté de l'enseignement public général primaire que secondaire, même si Arrêté de 1882 imposait à nouveau en lycée, collège et cours secondaires de jeunes filles, créé en 1867, un enseignement obligatoire du chant à raison de 2 heures hebdomadaires en 6e et 5e, 1 heure en 4e et 1 heure facultative en 3e. Certificat d'aptitude de 1887. Pour former les futurs instituteurs à l'enseignement musical ainsi que les élèves des écoles primaires supérieures et les élèves des lycées, il était nécessaire que le ministère se soit préoccupé de la formation de professeurs au seul titre de capacité donnant droit d'enseigner dans les écoles normales et établissements des premiers et deuxième degrés et de l'enseignement technique. Manuel général de L'. Instruction primaire, partie générale et partie scolaire, 1880 à 1939. À cette fin, le certificat d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du chant et de la musique dans les écoles normales et primaires supérieures fut créé par l'arrêté du 18 janvier 1887, article 211. Il comprenait un degré élémentaire et un degré supérieur. Nous supposons que le contenu des épreuves, décrites par les soins de Maurice Chevet dans son article de l'Encyclopédie de 1931, fait référence à ce certificat de 1887, même si aucune date n'est mentionnée. Les épreuves y sont très similaires à celles du certificat portant le même nom en date de 1938, que nous analyserons en deuxième partie. Les exigences y étaient nombreuses, dès le degré élémentaire. Rédaction sur des questions d'enseignement, dictée musicale simple, lecture d'une leçon en clé de sol, exécution d'un chant scolaire parmi un répertoire de 10 présenté par le candidat, exécution d'un chant classique accompagné, interrogation théorique, leçon pratique au tableau noir, exécution à première vue sur le piano ou le violon d'un accompagnement simple. Les épreuves du degré supérieur reprenaient les mêmes exigences auxquelles s'ajoutaient des questions d'art musical, rédaction, la lecture en clé de fa d'une leçon de solfège, la réalisation à 4 parties vocales d'une basse chiffrée ou non chiffrée que le candidat pouvait réaliser au piano, la transposition de l'accompagnement qu'il proposait au piano ou au violon, des interrogations supplémentaires sur des questions d'histoire de la musique qui étaient arrêtées tous les 3 ans. On chante mal dans les écoles primaires, chant au certificat d'études primaires. En cette fin de 19e siècle et début du 20e,
La présence à l'école de l'enseignement musical était modeste en dépit de la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, les milieux orphéoniques, quelques sommités musicales de l'époque au travers de l'association amicale des professeurs chargés de l'enseignement de la musique dans les établissements publics, 1906, de l'association ou société l'art à L', école fondée en 1907, de la Solidarité 1918, qui se transforma en syndicat national, ainsi que la revue pédagogique L'École Nouvelle, Chevet, 1931, page 3674. L'Association amicale des professeurs de musique, créée dès 1906, APM, faisait alors le constat que l'on chante mal dans la plupart des écoles primaires. Un instituteur sur 5 était en mesure d'enseigner convenablement la musique. La cause était attribuée au manque de formation du corps enseignant. La culture musicale n'était pas contrôlée au certificat d'études. Il avait fallu attendre l'arrêté du 23 décembre 1889 pour que le chant figure parmi les matières passées au certificat d'études primaires. 2 arrêtés stipulèrent par la suite que l'épreuve de chant était facultative durant la guerre, 19-7, 1917, puis obligatoire, 23-7, 1923. Et ce n'est pas parce que le certificat d'aptitude réaffirmait des exigences que cela favorisa l'émergence et la généralisation rapide d'un enseignement, avec des retombées effectives sur les élèves. Malgré tout, la circulaire du 28 novembre 1911 encouragea alors à créer des chorales afin de donner une âme à la communauté. Quant aux arrêtés du 5 août 1915 et du 18 août 1920 qui concernaient le brevet élémentaire de capacité, ils ont contribué à la pratique du chant à l'école. L'aspirant devait apprendre 5 chants scolaires par cœur tout en justifiant de ses connaissances, Chevet 1931, page 3669. Associations, revues, congrès sur la pédagogie. Des associations comme, entre autres, l'Art à l'école, patronné par Maurice Quibat, à la fois ancien professeur, député et rapporteur du budget de l'instruction publique et des beaux-arts, virent le jour. Le congrès du mouvement L'Art à l'école et de l'Association des professeurs de musique se réunit pour la première fois en 1900. Ce mouvement organisa pas moins de 8 congrès entre 1900 et 1914 dans un objectif précis, que la musique cesse d'être une superfétation qu'on tolère pour devenir une partie intégrante du système éducatif. Gerbode, 1988. Auguste Chapuis, inspecteur du chant dans les écoles de la Seine, fonda la revue Musique à l'école. Malgré ses volontés, les bilans présentés au premier congrès international de pédagogie de la musique à Berlin en 1913 n'étaient pas positifs, serinage, laborieux. Seul le département de la Seine faisait exception, grâce à ses maîtres délégués. Prémices musicologiques. Peu de temps après la mise en place du certificat d'aptitude 1887, en 1893, Jules Combarieux, historien, soutint une thèse en littérature sur un sujet musicologique. Il obtint de 1904 à 1910 une chaire d'enseignement supérieur au Collège de France. Parallèlement, en 1904, Romain Rolland, littéraire, ancien élève de l'École normale supérieure, 1866 à 1944, devint le premier titulaire de la chaire d'histoire de la musique, en Sorbonne. Romain Rolland ainsi que Paul-Marie Masson enseignaient l'histoire de la musique à Lens. Signalons que dès 1871, au-delà des classes habituelles d'instruments et de solfège par exemple, une classe d'histoire de la musique fut ouverte au Conservatoire de Paris. Elle fut tenue par des compositeurs érudits, musiciens qui ne dissociaient pas histoire, langage musical et composition. Agissaient, pour les premiers, de Louis-Albert Bourgault du Coudray et de Maurice Emmanuel ou encore de Norbert Dufourcq, Bachmann 1992, Moisan 2004. En 1872, une chaire d'enseignement de musicologie s'était ouverte à Strasbourg, sous occupation allemande de 1870 à 1914. Parallèlement à ces 3 institutions, université, conservatoire, INS, l'École nationale des chartes, en formant dès 1829 à un diplôme d'archiviste paléographe, allait également contribuer à la constitution d'un collège de musicologues plutôt historiens. Certains d'entre eux avaient suivi des études musicales. La Société française de musicologie fut créée en 1917 par Lionel de la Laurencie 1861-1933. Moisan 2004. En 1919,
l'Institut de musicologie de Strasbourg fut pris en charge par André Pirot 1869 à 1943, qui avait été chargé auparavant de cours en tant que suppléant de Romain Rolland en 1912 à la Sorbonne. À Pirot, devint ensuite maître de conférence en 1927 à la Sorbonne, succédant à Romain Rolland. En 1931, une deuxième chaire de professeur s'ouvrit à la Sorbonne. Paul-Marie Masson, auteur d'un monumental travail sur l'opéra de Rameau, l'obtint. Si ces chaires consacrées à l'une des disciplines fondatrices des futurs instituts de musicologie commençaient à voir le jour et à être reconnues officiellement, il n'en demeurait pas moins que le constat fait par l'AP-Musique était réaliste. Aucun centre de formation spécialisé n'avait vu le jour, les niveaux réels des enseignants ne pouvaient donc être très disparates. En outre, les lieux pour faire de la musicologie restaient centralisés à Paris. La musicologie et l'enseignement musical étaient éloignés, d'une manière générale, du débat idéologique qui opposait alors la France cléricale à la France anticléricale. Les mêmes enseignants allaient d'une institution à l'autre, du conservatoire, issu des décrets de l'an III, à la Schola Cantorum, au collège Stanislas, catholique, anti-républicain, à la Sorbonne. Il en allait ainsi par exemple d'André Pirot, Moisan 2004. Cette situation devait perdurer, confère infra, création du lycée La Fontaine. Instruction de 1920, École primaire supérieure. Le 18 août 1920 paraissait l'arrêté concernant les instructions et programmes des écoles primaires supérieures qui, rappelons-le, prolongeait la scolarité primaire élémentaire et formait ainsi un tout. D'après l'article de l'Encyclopédie de la musique écrit par Maurice Chevet, le chant était imposé à raison d'1 heure hebdomadaire. Chant scolaire à 1 et 2 voix, présenté en notation chiffrée, dans chacune des 3 années, Chevet 1931, page 3662. Mais l'heure de solfège, dictée orale et écrite à partir des gammes de Do majeur et La mineur en première année, puis différentes tonalités en troisième année, et la théorie, principes élémentaires, gamme de Do majeur et La mineur, mesure simple en première année, ton voisin et tonalité voisine en deuxième année, gamme avec dièse et bémol, comment trouver le ton, comment transposer en Do majeur et en La mineur en troisième année, était facultative. La méthode d'initiation au solfège galiniste, notation chiffrée, subsistait dans ces programmes du primaire supérieur alors même qu'elle cessa de figurer dans les programmes des écoles primaires dans lesquelles les élèves étaient recrutés. Cela témoigne du manque de concertation entre rédacteurs chargés des programmes du primaire et du futur secondaire, primaire supérieur. Ce manque va perdurer longtemps y compris dans les autres disciplines scolaires. Mais les emplois du temps surchargés firent que l'heure attribuée disparut. De l'avis du Conseil supérieur, sauf à de rares exceptions, tous nos élèves peuvent chanter et doivent aimer le chant, mais tous ne sont pas musiciens ni destinés à le devenir. Il paraît donc inutile de donner à tous un enseignement qui déconcerte la plupart d'entre eux, et risque d'en détourner beaucoup de la pratique du chant. C'est précisément pour répandre cette pratique que le Conseil supérieur a rendu facultative l'étude de la théorie. Ibidem, page 3662. Instruction de 1923, école primaire. Les instructions datées du 20 juin 1923 ainsi que les programmes publiés au journal officiel du 23 juillet 1923, arrêté du 11 juillet 1922, pour la section préparatoire 6 à 7 ans, la section élémentaire 7 à 9 ans, le cours moyen 9 à 11 ans et le cours supérieur 11 à 13 ans, furent plus précis que les précédents du 18 janvier 1887. Les savoirs à enseigner étaient exposés dans le corps des programmes. À tous les niveaux, les chants scolaires étaient appris par audition, même si pour les 11 à 13 ans cela n'était plus précisé. À partir de 7 ans s'ajoutait la formation de la voix et de l'oreille. L'étude de la gamme, de la portée, des intervalles simples, des durées, rondes, blanches, noires, des silences correspondants, des mesures à 2, 3 et 4 temps. À partir de 9 ans, était abordé le chant choral à 1 et plusieurs voix alors que jusque-là les textes parlaient de chant scolaire. Le chant choral était lié au solfège et consistait, d'après le texte, en exercices de lecture chantée. D'un point de vue théorique, il est question de continuation des études précédentes avec des exercices comportant de nouvelles valeurs. Croche, double croche, noir pointé et silence correspondant. Il fallait également aborder la tonalité et les modes, majeur-mineur. Enfin dans le cours supérieur 11 à 13 ans,
étaient révisées les notions théoriques antérieures auxquelles étaient ajoutées des notions élémentaires sur le rythme, les mesures composées, le triolet. Le solfège était toujours lié au chant choral à une et deux voix. Le chant choral et le solfège, lecture chantée et acquisition de notions théoriques, étaient les pivots de ces programmes et instructions mais au profit de la pratique et non pas de la théorie. Les instructions qui accompagnaient ces programmes ne furent pas modifiées jusqu'en 1972. D'une manière générale, une conception linéaire ou cumulative semblait guider les apprentissages, en particulier théoriques, solfège. Les instructions relatives à ce nouveau plan d'études des écoles primaires élémentaires font suite à ces programmes. Elles précisent la volonté de simplifier les textes de 1887, ce monument, 2 fois plus court. Mieux vaudrait moins apprendre, mais bien retenir. De cette simplification résultera pour le maître une plus grande liberté. Elle précise à titre indicatif les horaires alloués à chaque matière car des abus se sont produits. Dans certaines villes, dans certains départements, on a sacrifié des enseignements essentiels, même celui de la langue française, à d'autres qui, pour intéressants qu'ils soient, ne sont pas d'égale importance. La valeur de chaque discipline est dès lors explicitement affichée. 1h15 de chant et musique, en section préparatoire puis 1 heure dans chaque niveau que l'on soit fille ou garçon. C'est le même horaire qu'en dessin, hormis le quart d'heure supplémentaire en section préparatoire attribué à la musique. Ces 2 matières ont l'horaire le plus bas. Ce qui se joue en 1923 va dessiner la mosaïque des disciplines. Mosaïque qui tente à hiérarchiser les disciplines entre elles au regard d'un paramètre très fort, l'horaire alloué. Les finalités générales ou buts dans le texte étaient doubles. L'enseignement primaire a donc l'ambition d'être à la fois utilitaire et éducatif, de préparer l'enfant à la vie et de cultiver son esprit. Il doit viser à la fois le but utilitaire et le but désintéressé de l'éducation. Les méthodes préconisées faisaient la part belle à l'intuition, l'induction, on peut supposer également la déduction, à l'activité de l'élève. Les théories abstraites dont les théories arithmétiques et musicales sont retirées dans l'esprit de la grande tradition des penseurs qui se sont occupés de l'éducation, depuis Montaigne jusqu'à Rousseau. Ce parallèle entre l'abstraction de la théorie arithmétique et de la théorie musicale est fait dans le cadre des instructions générales. Les conceptions oscillaient par là même vers l'empirisme cher à un John Locke. 5 pages rédigées, équivalent format A4, police 12, simple interligne, spécifiquement consacrées au chant et à la musique, section XI, font suite au travail manuel et précèdent l'éducation physique. Quant aux méthodes proprement musicales exposées, elles étaient dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit. Une méthode plus concrète et plus vivante, en même temps qu'elle sera aisément appliquée par tous les maîtres, développera chez les élèves le goût du chant et l'amour de la musique. Un parallèle est opéré entre les méthodes utilisées en français et en musique. Chanter de la musique avant de la lire, de la théoriser. En cela, les 2 matières font système. On a là les prémices d'une réflexion épistémologique qui n'est pas nouvelle en soi mais qui va se formaliser officiellement et se distinguer peu à peu des préconisations faites au même moment dans l'enseignement spécialisé. Dans le même temps, c'est le partage entre la pratique musicale et le discours sur la musique qui se joue et qui, selon Bruno Moisan, 2004, explique à terme la fermeture de la discipline musicologie sur elle-même. Ces idées sont issues, le texte en fait mention, du rapport rédigé par André Jedalge qui se positionna très durement sans le nommer. Il parle de méthode actuelle, à l'égard de l'enseignement spécialisé. Les instructions rappellent également la conférence de Maurice Chevet à la Société française de pédagogie, qui, s'appuyant sur l'autorité de M. Auguste Chapuis, critique la méthode actuelle et préconise la méthode inverse. Chanter, travailler l'oreille avant de lire les notes avant d'entrer dans la grammaire musicale. Utilité et à la fois désintéressement, éducation, réalité, réalisme, concrétisation et pratique musicale préalable à l'abstraction et à la théorisation, intuition et induction, progression du simple au composé, chant source de joie et de santé morale, amour, liberté de choix pour l'enseignant. Telles sont les grandes valeurs explicitement affichées par ce texte de 1923. Mais des cloisons étanches existent entre enseignement primaire et secondaire, ces idées vont mettre du temps à irriguer ce dernier. Méthode, Société française de pédagogie, Instruction et programme de 1925, secondaire, gratuité. Si le pouvoir central s'est peu à peu emparé de la musique,
c'est sans doute parce que les pédagogues l'avaient déjà fait. Des réflexions menées en liaison avec les travaux de la Société Alfred Binet, dans les domaines de la psychologie de l'enfant ou en pédagogie expérimentale en témoignent. Les méthodes fleurissaient, entre autres celles d'André Jedalge 1856 à 1926, de Maurice Chevet 1880 à 1943, citées par les instructions de 1923 que nous venons de décrire. Celles d'Émile-Jacques Dalcroze 1865 à 1950, de Zoltán Kodály 1882 à 1867, des apostrophes Edgar Willems 1890 à 1978, de Karl Orff 1895 à 1982, de Maurice Marteneau 1898 à 1980, de Shinichi Suzuki 1898 à 1998 suivront. En outre, la Société française de pédagogie ouvrait une section musicale en 1921. Quelques années avant la gratuité d'accès à l'enseignement secondaire, 1930, et bien après les premières apparitions de la musique dans les programmes officiels de l'enseignement primaire, 1882, les arrêtés de 1925, Joe du 5 juin et du 14 juillet 1925 pour les horaires, Joe du 3 septembre 1925 pour les instructions pour l'apostrophe. Enseignement des chefs des œuvres de l'art, dicté pour la première fois, relativement au lycée seconde et première, un programme pour la musique. Toutefois, les horaires de cet enseignement n'étaient pas prévus, hormis en troisième et seconde, et les élèves n'étaient pas obligés d'être présents, écrivait Paul Landormy dans un bulletin de la Société française de pédagogie de juin 1928. Les textes relatifs à ces programmes et instructions de collège seront analysés dans la troisième partie. Signalons simplement qu'à la fois dans la forme et dans le fond, ils firent rupture épistémologiquement parlant, ainsi qu'au niveau didactique et pédagogique, avec ceux de publiés en 1920 à destination des écoles primaires supérieures et ceux de 1923, que nous venons de décrire, relatifs à l'école primaire. Seul point commun, une conception linéaire de l'apprentissage des savoirs même si ces savoirs sont fondamentalement différents et font abstraction des recherches que nous venons de citer en matière de psychologie de l'enfant. Le clivage primaire supérieur se poursuit au lycée. L'année 1928 marque la formation du Syndicat national des professeurs de chant. Il se propose d'obtenir plus d'unité dans les fonctions, traitement, horaires des professeurs des diverses séries d'établissements, plus de stabilité et de garantie, et d'obtenir enfin un statut pour les professeurs de lycée de garçons. Chevet, 1931, page 3674. De la même manière qu'en 1882, le principe de la gratuité d'accès à l'enseignement s'était imposé pour le primaire. C'est à partir de 1930 qu'il est étendu au secondaire pour les 6e, entre 1930 et 1932 pour les 5e et 4e. La loi du 31 mai 1933 l'entérine. Chapitre 4 Installation de la musique dans le secondaire et le supérieur, 1930 à 1951. Nous venons de le voir, le lit de l'enseignement musical dans le secondaire s'est creusé successivement à partir et en parallèle des pratiques sociales musicales de référence antérieures au XIXe siècle, du projet de l'enseignement spécialisé, enfin dans le prolongement du projet politique mais également sociétal, d'un enseignement du premier degré obligatoire pour tous les élèves, gratuit, laïque. Il était nécessaire d'observer rigoureusement cette histoire, afin de mieux comprendre l'indépendance ou l'interdépendance des faits. Dans quelle mesure les valeurs de certains projets peuvent in fine expliquer celles des autres. Dès à présent, nous nous consacrons exclusivement à l'histoire de l'enseignement musical dans le secondaire, même si ponctuellement quelques références seront faites à l'enseignement de la musique dans le primaire ou dans l'enseignement spécialisé pour des raisons de mise en perspective. Fragilité de l'éducation musicale. En 1932, le ministère de l'Instruction publique devint ministère de l'Éducation nationale. Le changement de titulature induisit de nouvelles valeurs. Développement de la gratuité et égalité des élèves en termes d'accès au savoir selon Anatole de Monzy, ministre. Pour autant, ce n'est que dans les programmes de 1960 que le terme éducation fut introduit dans l'intitulé de la discipline musique, alors que ce fut le cas depuis 1932 pour l'éducation physique. Pendant quelque temps encore,
la présence obligatoire de la discipline musique dans le secondaire fut remise en cause, fragilisant par là même sa présence et dès lors sa valeur à la fois d'un point de vue institutionnel et pédagogique. Ainsi la même année, en 1934, pour des raisons budgétaires, les cours de musique et les chorales furent supprimés dans les lycées et collèges de garçons pour en 1935 être à nouveau rendus obligatoires à raison d'1 heure par semaine en 6e. En 1937, l'APM comptabilisait 69 professeurs de chant choral en lycée, contre 98 en travaux d'aiguille. Les rétributions des premiers étaient inférieures à celles des seconds. Instruction et programme de 1938, certificat d'aptitude, valse hésitation. À la veille de la Seconde Guerre, en 1938, l'arrêté paru au JO du 14 avril dictait de nouveaux programmes intitulés Chant choral, pour les niveaux de la 6e à la 3e autour de l'étude de l'histoire de la musique et des notions élémentaires des formes musicales. Les instructions présentées quelques mois auparavant dans la circulaire du 11 janvier 1938 signalaient l'intention de développer les chorales. Cet ensemble de textes, arrêtés et circulaires, constituait la deuxième série d'instructions officielles en ce qui concerne des contenus d'enseignement musical pour l'équivalent du collège actuel. Nous ne savons pas qui était en charge de leur rédaction, ni quelles étaient les idées, les valeurs des rédacteurs. Nous le verrons, ces textes officiels s'inscrivent davantage dans la continuité de ceux du primaire supérieur de 1920 ou encore du primaire de 1923, plutôt que dans l'esprit de ceux de 1925 pour les classes de seconde et première. La valeur de la pratique du chant choral y est affirmée. Le solfège reprend le même type de progression qu'à l'école primaire comme si ces programmes n'avaient jamais existé, à moins que le législateur ne postule que les programmes du primaire dans la réalité n'étaient pas appliqués. Ce qui était en grande partie le cas. Il suffit pour cela de rappeler le préambule des instructions de 1923. Trop souvent la musique est négligée dans nos écoles. Beaucoup de maîtres qui se croient incompétents ne donnent cet enseignement qu'à regret ou ne le donnent pas du tout. Une autre raison peut justifier ces reprises. La scolarité à l'école primaire est conçue comme un tout, une fin en soi sanctionnée par le certificat d'études indépendamment de la scolarité secondaire. Cela peut justifier le fait de devoir tout reprendre. Ce fut également le cas dans d'autres disciplines telles que l'histoire. Le journal officiel du 18 août 1938, arrêté du 16 août 1938 paru au JO du 18 août, page 9817, publiait un rapport signé du ministre Jean Zay. Il proposait au président de la République des moyens pour améliorer la situation des professeurs de musique et pour organiser de façon solide l'enseignement du chant dans les établissements du premier et du second degré. Des remaniements étaient proposés concernant le certificat d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du chant choral, tel qu'il était décrit dans l'arrêté du 18 janvier 1887, pour un effet à la session de 1940. Le changement consistait à augmenter les connaissances musicales et pédagogiques, mais aussi la culture générale des candidats. Il fallait avoir 21 ans révolus et être français pour pouvoir s'y présenter. Les épreuves écrites, orales et pratiques avaient lieu à Paris. L'intitulé du certificat d'aptitude avait changé. Alors qu'en 1932 on recrutait encore pour l'enseignement du chant et de la musique, en 1938 c'est pour l'éducation musicale et l'enseignement du chant choral. Ce changement est peut-être dû à la nouvelle titulature du ministère, ou encore aux finalités de l'éducation nationale affirmées dans les instructions de 1923, utilité et éducation. L'arrêté du 25 juin 1939 toujours signé de Jean Zay mentionnait qu'en 6e et 5e l'enseignement du chant était obligatoire mais facultatif en 4e, dans les établissements secondaires de garçons. Pour que cette valse hésitation à rendre obligatoire ou facultatif l'enseignement musical en collège cesse, il fallut attendre les circulaires rectorales du 17 octobre 1945 et celles de 1949. L'enseignement devint obligatoire à raison d'1 heure hebdomadaire jusqu'en 3e pour les filles alors qu'en 3e il était encore facultatif pour les garçons. La fragilité de l'éducation musicale perdurait pour des prétextes économiques et sans doute des préjugés, mais également à cause de la très forte hiérarchisation qui présida à la juxtaposition des différentes disciplines. Dans le contexte qui était celui de la France de la Seconde Guerre mondiale puis d'après-guerre, cela n'est guère étonnant,
d'autant plus que le principe général de gratuité avait lui aussi été remis en cause en 1941 pour être rétabli en 1945. Instructions et programmes de 1944, continuité. La circulaire du 20 mai 1943 concernait à nouveau le chant choral. Les nouvelles instructions présentes dans l'arrêté du 21 septembre 1944 pour l'enseignement de la musique, la troisième série, montraient qu'un certain libéralisme, Billiet 2001, soufflait sur les contenus de programme. Cependant, il nous semble qu'au libéralisme répondait également une vision très ethnocentrique teintée de colonialisme qui date et situe le propos dans son contexte. Il peut y avoir avantage à partir du jazz band et de la danse moderne pour faire comprendre la musique primitive et en remontant les siècles à marquer les enrichissements successifs. Cette troisième série d'instructions et programmes paraît à la fin du régime de Vichy, 1940 à 1944. Nous verrons qu'elle n'opère pas de rupture ni de parenthèse en regard des précédentes instructions officielles. Il n'y a donc aucun signe de révision idéologique, à l'instar des programmes d'histoire, Garcia, Leduc 2003. Ces différents programmes s'inscrivent dans une continuité. Inspection générale et formation au lycée La Fontaine, 1945 à 1946. Raymond Loucher, 1899 à 1979, fut nommé en 1946 en tant qu'inspecteur général de l'instruction publique, sans doute le deuxième, à la suite de C. L'Hôpital. Il était musicien, élève de Nadia Boulanger. Il fut reçu en 1925 professeur de musique et de chant dans les écoles communales de la ville de Paris. Il obtint le prix de Rome en 1928. Durant son mandat d'inspecteur général pour le secondaire, il fut également chargé de missions d'inspection générale dans les établissements du premier degré. Ce fut lui qui créa le centre de formation au KM, au lycée La Fontaine à partir de 1945, Confère Infra. Par la suite, il fut directeur du CNSM de 1956 à 1962. Il obtint le Grand Prix national de la musique en 1974. En 1956, lors de l'entretien mené par Jean Rollin, ancien professeur de direction de chœur au lycée La Fontaine, R. Loucher déclarait: « Lorsque je suis arrivé en 1946, il y avait environ 140 professeurs, j'en laisse 652 à mon successeur. » Son successeur fut nommé en 1957. Cela signifie qu'en une dizaine d'années 500 professeurs furent nommés, ce qui fait, en moyenne, une cinquantaine par an. On peut supposer que ces professeurs étaient tous issus dans le meilleur des cas, de la nouvelle formation mise en place au lycée La Fontaine. Ce n'est donc qu'en 1945, l'ESCA, 2001, que le souci d'une véritable formation des enseignants du secondaire prit réalité grâce à la création du premier centre de formation spécialisé, situé au lycée La Fontaine à Paris dans le 16e arrondissement. Jusque-là, les personnes qui se destinaient à l'enseignement prenaient des cours d'instruments, de solfège, d'harmonie, dans les conservatoires ou succursales pour se préparer au certificat. En outre, quelques personnes à Paris préparaient sous forme de cours particuliers à certaines épreuves. C'est ce que fit par exemple, une professeure d'éducation musicale, Anne-Marie Estival, née en 1919, aujourd'hui retraitée, Estival 2009. Après avoir eu son baccalauréat, elle entra au Conservatoire de Toulouse en 1938 et y fit du piano et du solfège. Elle termina ces deux cursus en 1940, puis elle fit de l'harmonie. Il fallait en effet avoir le prix de solfège pour pouvoir entrer en classe d'harmonie. Elle termina en 1945 car cela était difficile durant la guerre, cela traînait. Elle passa le premier degré du concours en 1945 et le second en 1948 car le niveau était élevé. Selon elle, 70 s'y sont présentés en 1948, 13 seulement l'ont eu. C'est dans ce contexte que la classe de préparation au KM, certificat d'aptitude à l'enseignement musical qui existait depuis 1887, fut créée pour répondre à un besoin national. Le premier concours d'entrée eut lieu en 1946. Le KM y fut préparé de 1946 jusqu'en 1974, Confère Infra tableau de résultats. Création de l'APEMU, 1946 circulaire de 1949. Le 15 mai de l'année 1946, les statuts de l'association de spécialistes, l'APEMU, Association des professeurs d'éducation musicale, loi 1901 étaient déposés.
Cette association, encore très active à ce jour, remplaçait l'APM dont le bulletin musical est paru de 1919 à 1939, gants verts 1999. La discipline poursuivait son organisation au sens des sciences sociales, des groupes solidaires se constituaient. La circulaire du 8 octobre 1949, précisée par la note de service du 29 décembre de la même année, prise en compte des chorales dans le service des professeurs d'éducation musicale, explicitait le nombre d'heures que représentait la charge d'une chorale au sein ou au-delà d'un service. La possibilité d'ouverture d'une deuxième chorale était liée au nombre d'élèves, à la taille de l'établissement et à l'avis de l'inspection générale. Ce texte resté longtemps d'actualité a été amendé en 1977, en 1979, en 1991, puis remplacé par la circulaire récente du 12 avril 2007. Statut des enseignants 1950, CPR 1952. Le décret du 1er avril 1950 transforma le CAEC, concours fondé par le régime de Vichy, soit l'acronyme de Certificat d'aptitude à l'enseignement des collèges, ANCAP, Prost, 1981-2004, Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. La majeure partie des disciplines obligatoirement enseignées dans le système éducatif en bénéficièrent. Mais pour que les CAP d'éducation musicale et de chant choral et d'art plastique soient créés, il fallut attendre encore 22 ans. En attendant, le KM préparé au lycée La Fontaine depuis 1945 jouait ce rôle pour l'éducation musicale. Cette différence d'intitulé de concours de recrutement eut bien entendu des incidences sur le statut des enseignants ainsi que sur leur rémunération. Le décret numéro 50A581 du 25 mai de la même année, 1950, précisait le statut accordé aux enseignants du second degré, au travers des maxima de service hebdomadaires exigés par le ministère. Ainsi, une distinction était opérée entre les enseignants des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignants des disciplines artistiques et techniques. Les agrégés du premier groupe, littéraire et scientifique, devaient faire 15 heures hebdomadaires alors que ceux du deuxième 17 heures. Les non-agrégés du premier groupe devaient faire 18 heures, ceux du deuxième 20 heures. Mais ce n'était pas la seule discrimination, dirions-nous aujourd'hui. Les enseignants des disciplines artistiques n'étaient pas cités parmi ceux pouvant être professeurs de première chaire selon l'article 5. Cette distinction en termes de statut fut longtemps justifiée par des arguments qui démontrent que la mesure du travail nécessaire pour enseigner cette discipline n'avait pas véritablement été opérée par les instances de décision ministérielle. Cette différence statutaire pesa sur les enseignements artistiques et l'éducation physique et sportive, jusqu'à la promulgation du décret numéro 2002-91 du 18 janvier 2002, portant modification des décrets numéro 50A581 et numéro 50A582 du 25 mai 1950, du décret No. 86A492 du 14 mars 1986, relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège. Mais ce nouveau décret ne concerna pas l'éducation physique et sportive. Une fois le CAPES obtenu dans les disciplines dans lesquelles il existait, il y avait obligation de passer une année de formation pédagogique dans un des CPR, centres pédagogiques régionaux créés par le décret du 17 janvier 1952. Les CPR étaient chargés d'organiser des journées de formation pour les professeurs stagiaires auprès de pairs chevronnés. En 1952, les enseignants d'éducation musicale qui passaient le KM avaient déjà une formation prévue à ce sujet, au sein de leur cursus. Ils n'eurent accès à une véritable formation pédagogique durant l'année qui suivait l'obtention du concours, KM, qu'après 1968 suite à des demandes pressantes faites par l'APEMU. Entretien mené avec J. de Dieu 2009. Lycée de Sèvres, métier de la musique. Le lycée de Sèvres accueillit à partir de 1950 une section entièrement nouvelle dédiée à la préparation en 3 ans au brevet de technicien des métiers de la musique. Loupias, 2010. Elle recrutait à partir de la 3e ou la seconde, sur concours. La formation durait 3 ans, et préparait aux différentes professions touchant à l'art musical. Si nous mentionnons cette création ici, c'est parce que les débouchés dans le domaine de la musique après le collège. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres,
Utilisez le lien dans la description de la vidéo.